Je peux dire les chiffres. En 2008, 2011, il y avait une 2008. vingtaine de compositeurs qui vivaient vraiment que Une de la musique de vingtaine. film. Sur Sur combien tu penses 1004 compositeurs Waouh. associés à la base de données de la musique de film. Donc moi, C'est entre incroyable. 2000 et 2009, dans ma C'est dingue. thèse, j'ai identifié que du côté du cinéma, hein, par contre, pas de la télé. Parce que... Agent double. Je suis Pascal Wakim. Je suis Rand Kalek. Vous écoutez Agent Double, le podcast qui dévoile les secrets des relations agent-talent. Un jeudi sur deux, nous recevons un ou une invitée qui vient nous parler de ce métier si particulier, celui d'agent. Le podcast Agent Double, c'est mettre pour une fois dans la lumière celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre pour le succès des autres. Pour ne rater aucune de nos missions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Agent Double ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour des contenus exclusifs, suivez notre page Instagram Agent Double Podcast. Aujourd'hui dans Agent Double, on explore un paradoxe. On a tous en tête une scène de film dont la musique nous a bouleversés. Et pourtant, les compositeurs et compositrices restent trop souvent dans l'ombre. Notre invité du jour leur rend la place qu'il mérite et interpelle une industrie qu'elle connaît sur le bout des doigts. Musicienne, ingénieure du son et docteur en cinéma, elle défend avec passion celles et ceux qui composent l'émotion sans toujours en récolter les trophées. Bienvenue, Séverine Abervé. Séverine Abervé, Bonjour. bonjour. Est-ce qu'on doit t'appeler docteur ? Oula, ce serait un petit peu pompeux. En Italie, ça se fait en fait. C'est vrai d'appeler tout le temps par le titre. Mais étant donné que je fais plus de recherche, ce serait vraiment pompeux. Là. Donc docteur parce que tu as un doctorat Ouais. en cinéma, en Ouais, c'est ça. musicologie de cinéma. Non, En en cinéma. cinéma tout court. En cinéma tout C'était court. bien le sujet. On a bien essayé de me faire passer du côté de la musicologie, parce que pourquoi parler de musique Ouais. dans l'échelle du cinéma Faudrait surtout C'est- pas, Quel est attention. le sujet Bah, tu es là pour en parler justement, Mm. puisque tu es agent de compositeur de musique de film. Oui, tout à fait. Et donc on te reçoit à cette occasion. Mais pourquoi justement la musique de film Où ça Eh commence ben, pourquoi pas En fait, Allez. j'ai Comme ça. comment dire, Je jette c'est un l'idée. vaste sujet. Moi, je suis musicienne depuis toute Ouais. petite, donc j'ai toujours eu l'oreille ouverte sur les films qui passaient à la télé, que je regardais en famille. Et j'ai fait, moi, des études de cinéma un petit peu par accident, parce que l'année de mon bac, le BTS que je voulais faire, était une année sur l'image et une année sur le son. Et je suis Mhm. tombée l'année de l'image alors que je voulais faire du son. Donc pour pas perdre une année à rien faire, je suis allée à la fac. Et là, ça a été une découverte parce que je me projetais pas du tout dans le fait de travailler dans l'audiovisuel. Mais j'ai découvert en quoi le cinéma pouvait être une œuvre d'art à part entière, ce que j'avais pas conscience de ça avant. D'accord. Et en faisant ces recherches, enfin en étant comme ça au cœur de l'image, en découvrant tous les métiers de l'image, je me suis rendu compte qu'on ne parlait jamais de musique, alors que moi, c'est ce que j'entendais depuis toute petite, de la musique dans les films. Ouais. Donc j'ai continué pour creuser cette piste-là, pour essayer de comprendre pourquoi on n'en parlait pas. Donc j'ai fait mes études de son, mais en parallèle, je suis restée à la fac. Et moi, dans mes analyses d'extraits musicaux, j'étudiais l'image, la caméra, le montage, le son et la musique. Et manifestement, j'étais un peu la seule à faire cette proposition-là. Donc après, c'est l'université qui m'a... Enfin, mes professeurs m'ont un peu poussée à poursuivre dans cette direction, parce que justement, il y avait peu de recherches à l'époque qui étaient faites sur ce sujet. Donc c'est pas... c'était instinctif, en fait. Ouais. Il y avait un manque que j'ai pointé du doigt et que j'ai essayé de compléter. Et tu as compris pourquoi tu étais la seule ou une des rares en Mais tout pas cas du tout. Ouais. Mais pas du tout. Et c'est même, ça m'a mis un petit peu en colère, parce que moi, j'ai choisi de rester parce que à l'époque, la validation du premier diplôme universitaire, c'était à la licence. Il n'y avait pas d'intérêt à faire une première année de DUG et à partir. Ou alors je m'arrêtais au DUG, mais comme on pouvait faire d'autres écoles à partir d'une licence, donc j'ai préféré poursuivre ça. En 3 ans, il n'y a pas une seule fois où on m'a parlé de la musique au cinéma. On m'a parlé du son, on a eu des cours de psychologie des personnages. C'est quand même On n'a rien très eu bizarre qui quand nous même, parce que parlait, c'est un élément tellement mais- indissociable du Bah cinéma. Bah oui, mais pour ça, il faut avoir un professeur en face pour être capable d'expliquer, d'analyser. Il n'y en avait pas. Tu es devenu toi-même professeur par la suite. Oui, un petit peu, ouais.
Et tu as eu des professeurs qui ont été capables de te le dire? Tu as rencontré des personnes qui t'ont donné un sens ou une explication à ça? Non, des professeurs capables de m'expliquer le rôle de la musique, non. Des professeurs d'analyse qui comprenaient ma motivation, moi, à aller chercher plus d'ouvrages, plus de théories sur pourquoi on ne parle pas de ça, et plus de soutien pour me permettre d'avancer dans mes recherches. Oui, il y en a eu des superbes avec lesquels j'ai coécrit des articles, d'ailleurs, par la suite. Et je veux revenir juste sur quand tu dis que tout le temps le cinéma, tu l'as associé à la musique, ce qui est le cas pour beaucoup de monde. Hein. Est-ce que tu as un film qui t'a marqué particulièrement, une musique qui t'a marqué particulièrement? Alors, le premier choc pour moi musical, vraiment, avec la pleine conscience de c'est quoi cette musique, c'était le Professionnel avec She Made d'Ennio Morricone. Ouais. J'étais bien trop petite pour le voir, mais je l'ai vu. Avec Belmondo, la scène à la fin. Et la scène à la fin avec l'hélicoptère. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, c'est puissant. Ouais. Et depuis ce moment-là, je me suis dit, ok, la musique peut vraiment porter quelque chose d'intéressant, quoi. Et t'avais quel âge? Une dizaine d'années. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est jeune, non? Ouais, pour un film, c'est pas un film pour enfants, quoi. Mais... Non, c'est pas un film pour enfants. Georges Lautner. Alors, tu as un parcours, on a noté, vraiment extrêmement riche. Entre 2002 et 2008, tu travailles à l'Union des compositeurs de musique. De films. De films. Ouais. L'UCMF. Qui est devenu l'U2C aujourd'hui. Et qu'est-ce que ces années t'ont appris sur les compositeurs de musique? Ah bah, énormément. C'est ce qui a tout fait, en fait. Je suis entrée à l'UCMF parce que je faisais justement de ma recherche de maîtrise et j'avais besoin de rencontrer des compositeurs pour comprendre un peu. Il n'y avait pas d'ouvrage pour parler de l'analyse, donc il fallait que j'aille sur les terrains un peu. Donc j'ai rencontré les compositeurs en allant au festival à l'époque qui existait et qui n'existe plus, qui était le festival d'Auxerre, qui était vraiment dédié à la musique de film. Et à force de les solliciter... parce qu'il y avait, je pense qu'il y avait un député à ce moment-là qui était investi. Okay. C'est toujours des enjeux politiques. C'est politique. Et du coup, l'année où je m'y suis rendue, il se trouve que c'était l'année de création de l'UCMF. Et moi, j'avais une petite casquette de rédactrice sur un site internet dont on faisait la critique des musiques de films. Donc j'y suis allée pour les rencontrer par le biais du site internet, mais aussi pour prendre des infos pour mes recherches. Ouais. Et ils m'ont dit qu'ils allaient faire une annonce de lancement. J'ai essayé d'ameuter un petit peu la presse. Il n'y avait pas grand monde à leur annonce, mais il se trouve que je les ai recroisés au fil des festivals que j'ai faits. Et ils ont bien identifié que j'étais la seule à m'intéresser à ce qu'ils faisaient. Donc c'est eux qui m'ont proposé spontanément de m'occuper de leur association. Mais comme je faisais mes études en parallèle, j'ai démarré à mi-temps sur la première année avec eux, avant de vraiment prendre beaucoup plus de poids, parce qu'ils sont développés, ils sont structurés extrêmement vite, avec beaucoup d'ambition. Et à un moment, c'était plus possible d'être à mi-temps, quoi. Fallait y aller. Mais donc, en fait, tu avais trouvé un peu un écho à ce que tu cherchais aussi. Complètement. Donc, ce que je n'ai pas trouvé en bibliographie, je l'ai trouvé sur le terrain avec les compositeurs. Et ça a été passionnant parce que... parce qu'il y avait tout ce que je cherchais, il y avait les réponses à pourquoi les compositeurs sont pas étudiés à la fac, parce que les gens entre eux ils sont pas réunis. Vous avez 4 heures. Et ça t'a mené, c'est ça. Ça t'a mené en 2018 à organiser le centenaire de la musique du film en France. Oui, alors l'UCMF cherchait un petit peu régulièrement des actions culturelles à faire, et on avait avant ça au Festival de Cannes, on avait un pavillon de la musique de film. D'accord. Et au milieu des pays, c'est ça? Au milieu des autres, oui, c'est ça. Dans les pavillons internationaux. Oui, c'est ça. Ouais. Et à la disparition de ce pavillon, il y a eu comme un gros temps mort dans la structure, et il se trouve que moi, j'étais sur le sujet de ma thèse à l'époque, qui était encore un peu ciblé sur l'esthétisme. Et donc, j'avais identifié que 1908, c'était l'année considérée comme la première musique de film. Avec Camille Saint-Saëns. Donc, je leur ai apporté ce projet-là, en expliquant qu'on pouvait peut-être faire
réunir un comité scientifique, parce que j'étais toujours inscrite dans mes recherches aussi, et faire bouger les choses en parallèle, pour valider déjà cette date-là, parce que je ne voulais pas prendre l'initiative toute seule d'imposer cette date-là comme la date historique. Et donc j'ai fait le tour, pour le coup j'avais un gros réseau dans la recherche universitaire à l'international, donc j'ai fait le tour pour avoir vraiment la validation à l'international de cette date-là. Et puis après on a monté un comité scientifique et puis des sponsors, et il y a eu un concert de musique de film qui a été donné au Grand Rex cette année-là. Mais la date, du coup, elle est historique, on le sait, c'est le 17 novembre 1908. Ouais, c'est ça. La musique de Camille Saint-Saëns pour l'assassinat du duc de Guise, qui est un film co-réalisé d'ailleurs, je crois. Et donc, 100 ans plus tard, le but c'était de faire un concert qui venait rendre hommage à cette musique-là, ou juste... Une célébration vraiment autour de la musique de film, avec le point de départ, c'était cette musique pour l'assassinat du duc de Guise, et l'idée était de voir 100 ans après où la musique de film était arrivée. Et on a réussi à faire valider par le gouvernement le fait que la fête de la musique soit sur le thème de la musique de film cette année. Et donc c'est énorme. Oui, ça a pris une ampleur internationale du coup. Et on a demandé à des compositeurs de musique de film, des grands noms de la musique de film, de donner des partitions pour que les écoles puissent jouer, interpréter C'est trop bien. des titres. Et qui a sélectionné les titres ? C'était le comité scientifique et les compositeurs. Et donc, est-ce que tu considères qu'en 2008, ça a changé quelque chose, cette célébration ? Non ? Pas beaucoup, hein. Pas assez. Ouais. Pas assez, mais bon, on a fait parler de la musique de film. Il y a eu... On a eu aussi un joli moment. On avait donné un prix à Ennio Morricone. Et je pense qu'on a réussi à rendre un hommage aux grands compositeurs à l'époque qui écrivaient encore pour du symphonique. L'esthétique est en train de disparaître. On est dans une période où les thèmes et la musique symphonique est plus du tout, quasiment plus sollicités au cinéma. Et les différentes esthétiques, ça naissait aussi du fait qu'il y avait une recherche. Il y avait 2 recherches importantes dans l'histoire du cinéma, où on a sollicité les compositeurs pour leur demander directement pourquoi ils n'écriraient pas un peu pour le film, parce que jusque-là, il y avait des musiques de librairie musicale. On y revient à grands pas, j'ai du mal à comprendre. Mais donc ça, c'est quand on choisit des musiques préexistantes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qui sont déjà des hits, et en fait, des chansons connues. Dans les années 20, la presse cinématographique se lassait d'avoir toujours les mêmes ritournelles sur les mêmes scènes, et donc se plaignait de l'accompagnement musical. Ils ont fait une enquête auprès des compositeurs de musique savante pour leur demander pourquoi ils ne travaillaient pas un peu plus sur l'image. Et donc, il y a eu des premières collaborations qui ont été initiées comme ça. Puis après, il y a des commentaires extraordinaires avec « Attends, faut 9 mois pour écrire un opéra. Là, j'ai 3 mois pour écrire une musique de film. Ça ne va pas la tête. Comment on va faire ?» Oui, aujourd'hui, ils ont 3 semaines. Ah ouais, c'est aussi serré comme délai ? Non. Oui, ça arrive. Pour une scène, par exemple ? Non, ça peut arriver. Pas pour un long-métrage, quand même. Ça peut arriver. Et quand un compositeur a été viré du projet et qu'on arrive en 2e ligne, oui. Waouh, 3 semaines. Non, c'est fou. Donc, on est très, très loin des premiers commentaires. Notes, il fait des trucs mono avec une seule note qui dure 1 heure. Non, je pense qu'ils ont une capacité... Ou bien ils ont déjà des partitions plus ou moins prêtes, avancées, Ils ont peut-être souvent des petites maquettes, des petits débuts d'idées. Il y a un Tiersen qui avait recyclé quelques musiques pour... Disons qu'il ne faut pas tomber sur un débutant quand on arrive en 2e ligne sur un projet. C'est hyper impressionnant. Ah ouais. Mais cette époque. Pour le coup, Ennio Morricone, il a une particularité, c'est que lui, il composait parfois avant que les images soient tournées d'un film. Pas pour tous les films. Pas pour tous les films, mais c'est arrivé. Ouais. C'est quand même très spécial comme manière de faire. Il y avait une confiance entre lui et Sergio Leone qui était telle que juste sur la base du scénario, il pouvait lui sortir des compositions incroyables. Ça arrive à plusieurs compositeurs de travailler comme ça. Ça dépend de la volonté du réalisateur. En fait, il y en a qui ont besoin d'avoir la musique et qui se sentent plus guidés parce qu'il y a une rythmique. Et puis d'autres qui n'ont pas du tout d'idée sur la musique, et auquel cas la musique arrive très, très stress à la fin. C'est vrai. Avec peu de direction artistique. C'est exagéré si on dit que c'est un peu le parent pauvre du cinéma, la musique aujourd'hui ? Non, c'est le cas, ouais. C'est le cas dans tout. C'est incroyable, moi je comprends pas. C'est tellement indissociable. En fait, la musique et le cinéma historiquement, c'est tellement lié. Oui, mais si personne n'enseigne aux réalisateurs à mettre en scène de la musique, il n'y a pas de raison qu'ils sachent le faire tout seul. Donc le problème, c'est ça. C'est que le réalisateur n'est pas prêt à travailler avec des compositeurs. Si on lui parle, j'ai fait 7 ans d'études en cinéma, il n'y a pas une seule fois où on m'a parlé de la musique.
Moi Bah aussi, oui. je trouve ça hyper C'est choquant, surprenant en fait. c'est choquant. Parce qu'en plus, ça influe forcément, je sais pas, un réalisateur qui écoute quelque chose, ça va forcément influencer je sais pas, sa vision, sa direction. Pour moi, c'est énorme. Moi, dans mes recherches, j'ai proposé une grille justement de mise en scène, les questions à se poser pour un metteur en scène, pour savoir quoi faire avec la musique en fait. Est-ce que ça accompagne un personnage? Est-ce que le public l'entend uniquement? Est-ce que c'est les personnages dans le film qui l'entendent? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'on joue entre la diégèse et l'extradiégétique, les allers-retours? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense pas avoir compris ce que Alors, tu viens de dire. oui, ça c'est des termes de cinéma. C'est Est-ce que pour le grand public, tu peux... La diégèse, c'est c'est le son, la vie que vivent les personnages dans le film. D'accord. Et donc l'extradiégétique, C'est c'est ce que tu nous, vois pas à c'est l'écran. ce que Ah oui. nous on connaît D'accord. de leur C'est ce que le réalité. staff... Voilà. D'accord. Ok. Donc il y a Faut que je beaucoup, range il mes y a idées, beaucoup de là. choses à faire dans la mise en scène de la musique, avec justement un passage où le spectateur est seul à entendre la musique, à un moment c'est le personnage qui le reçoit ou l'inverse. Ouais. Et ça peut tellement apporter du point de vue narratif. Donc voilà. Mais personne jamais travaille comme ça En tout cas, pas en France. Pas en France. Donc, juste, on parle, là, depuis le début, on parle spécifiquement du cas de la France. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, alors au niveau des enseignements, je ne sais pas à quel point ça a changé, mais quand j'ai fait ma thèse, il y avait déjà des enseignements. Entre l'image et le son, il y avait vraiment beaucoup plus de choses que ce qui se faisait en France. Donc, dans les écoles de cinéma, il y avait Et puis des partenariats aussi entre les Ouais. conservatoires et les universités, les écoles de cinéma. Et par ailleurs, il y a dans les studios, dans les gros studios américains, il y a un département musique qu'on n'a pas en France. Oui. Dans les gros studios, D'ailleurs, souvent, depuis des compositeurs sont parfois liés à ces studios-là. Ouais, Ils travaillent complètement. uniquement pour la Paramount, Universal. Ouais. Ou... En France, c'est pas le cas. Ça a commencé à changer depuis les années 80, à partir du moment où les réalisateurs ont eu l'occasion donnée par la SACEM de devenir éditeurs. Donc là, ils se sont dit, OK, la musique peut faire rentrer un petit peu d'argent. Mais ça s'est pas forcément monté à l'identique qu'aux États-Unis, pas forcément avec une volonté vraiment de développer le champ musical ou de faire quelque chose de la musique. Pourtant, la musique de film, elle se consomme énormément. Que ça soit en stream, que ça soit à l'époque en CD, c'était quelque chose... Je crois savoir que c'est l'un des premiers chants écoutés. C'est fou. Pareil, c'est complètement paradoxal de la délaisser d'un côté, en même temps que ça soit autant écouté, utilisé, reproduit. Encore une fois, si on n'est pas formé à ce que ça peut apporter, si on ne sait pas quelle est Mais ils se rendent bien compte l'utilité. que les chiffres sont là. Oui, mais il y a... en fait, la musique, dans le processus créatif, la musique est complètement déconnectée du film. On vient chercher le compositeur souvent une fois que le film est tourné. Ça lui laisse très peu de temps. Il a juste le temps du montage pour composer, lui, la musique. Quand vraiment le compositeur est là en amont, c'est qu'il a une relation de proximité avec le réalisateur. Ce qu'on voit souvent aux États-Unis, par exemple, j'ai en image des making-of où on voit John Williams avec Spielberg en train de travailler ou avec George Lucas. Là, c'est des duos iconiques. Oui, mais ils sont dans des énormes studios à Londres avec un orchestre symphonique. Et on sent que le réal, il est impliqué avec le compositeur. Ils sont à côté, quoi. Disons qu'en France, on n'a pas beaucoup de réalisateurs impliqués. Voilà, il y en a quelques-uns. Mais c'est pas la majorité. Et c'est un problème. Ça dépend quel type de cinéma on a envie d'avoir. Disons qu'on a du grand cinéma d'auteur en France. Mais ça veut dire qu'il n'est pas adapté à ce genre. Oui, justement, est-ce que ça veut dire que le fait que le cinéma d'auteur peut se passer de ça, ou au contraire, il bénéficierait d'une collaboration beaucoup plus étroite? En fait, la grande période de la musique de film en France, c'était des années 40 jusqu'aux années 60. Et à partir des années 60, les thèmes ont commencé à pas disparaître, mais en tout cas être moins fournis. Et la raison première, mon interprétation, c'est qu'on arrive dans l'ère de la nouvelle vague et que le réalisateur est l'auteur numéro 1 et que la musique est pas dans le vrai du film. La musique apporte quelque chose en dehors de ce que contient l'image, alors que justement tout le but de la nouvelle vague, c'est de montrer que l'image se suffit à elle-même, en fait. Et pourtant, le mépris, où il y a des thèmes comme ça qui sont ancrés dans la nouvelle vague. Un thème qui est repris plusieurs fois, c'est un leitmotiv, en fait. Mais ça reste de la musique de film.
Oui, mais qui est complètement mis en scène par le réalisateur, pour le coup. Et c'est pas bien? Si. Mais c'est centré sur le réalisateur. Voilà, en fait. encore une fois. Donc Ça reste c'est pour du dire qu'en cinéma, fait, donc il y a forcément oui, mais c'est l'image. juste pour expliquer que ça tourne vraiment, et depuis, je pense que depuis les années 60, ça tourne vraiment autour du choix du réalisateur. Si le réalisateur a envie de faire quelque chose avec la musique, il se passera quelque chose, et sinon, non. Après tout, c'est logique, en même temps, c'est son film. Mais il n'y a pas... disons qu'il y a d'autres pays où plus librement, la musique systématiquement est au cœur du film, quoi. C'est pas forcément le cas en France. Tu penses à quel pays? Aux États-Unis, pas dans les films d'auteur, mais dans les blockbusters, c'est impossible de ne pas imaginer que la musique est réfléchie dès le Oui, début. mais pour moi, pareil. Je prends Avengers, par exemple, c'est un thème fort. Mais la musique de Avengers, à part le thème fort, c'est de la musique d'accompagnement un peu secondaire. Elle est pas. Oui, mais il y a encore pour moi, un c'est thème. pas autant un Dark Knight avec Hans Zimmer où là où il y a des sonorités qui sont marquantes, même si c'est pas des thèmes qu'on peut fredonner. Mais je trouve que la musique d'Hans Zimmer, elle est plus travaillée pour les Dark Knight de Nolan que pour les Avengers. Où là, c'est vraiment de la musique d'accompagnement avec un seul thème fort qui revient, quoi. Oui, parce que dans Avenger, on est dans un divertissement. Il faut que la musique soit efficace. Ouais. Exactement. Mais Hans Zimmer aussi, c'est divertissement. Même s'il est un peu plus intellectuel, je suis d'accord que c'est un cinéma un peu plus élaboré. Mais Oui, mais encore une fois, c'est lié à Nolan et à l'utilité qu'il veut avoir, qu'il veut donner à la musique. C'est sa direction, en fait. C'est ça. Ouais. Comme Interstellar, pareil. Où là, Tout dépend vraiment du c'est plus mélodieux déjà. S'il a envie qu'elle ait un rôle important, il va lui donner ce rôle-là. Et sinon, s'il ne sait pas l'utiliser, s'il n'a aucune idée de quoi en faire, ce sera une fonction illustrative et on entendra à peine la musique. On va refaire un petit bond dans le temps, en 2011, où tu termines ta thèse, pour le coup. Qu'est-ce que tu peux en parler en quelques lignes, dire vraiment ce qui en ressort? Déjà, le thème. Oula. Non, c'est trop compliqué. Le thème, c'était essayer de définir le métier de compositeur. Ouais. Et pourquoi on dit compositeur de musique de film alors qu'on ne parle jamais du compositeur ni de la musique quand on étudie un film. Donc l'objectif de cette thèse, c'était de voir et de vérifier si vraiment un compositeur de musique de film appartenait à l'industrie du cinéma ou pas. D'accord. Et la réponse, c'est pas vraiment. Et donc pourquoi? Pourquoi? Puisqu'en 1910, on allait chercher les compositeurs pour qu'ils viennent sur l'image pour sauver l'image. Et puis qui donnent leur identité aussi, voilà, avec quelque chose. Une touche vraiment originale. Et tu réponds à ce pourquoi dans ta thèse de 2011? Un petit peu, ouais, j'ouvre la réflexion. Mais après, le but est de passer le flambeau pour que d'autres prennent la recherche en cours. Donc 2011, on est en 2025. Est-ce que tu as l'impression que le paysage a changé? Est-ce qu'il y a eu des... Oui et non. Disons qu'il y a pas mal de musique de film, mais pas celle de l'époque de ma recherche. Vraiment, les musiques thématiques, les grands thèmes de cinéma sont vraiment en train de disparaître depuis plusieurs années. Donc on a, pour moi, plus en ce moment de la musique d'accompagnement un petit peu partout que des thèmes où on entend et on se dit « Ah oui, ça c'est la musique de ce film ». De thèmes qui définissent une vraie personnalité, en fait. Moi, j'ai des contre-exemples. Après, tu me diras si j'ai tort. Il y en a toujours quelques-uns, mais je trouve que la grande tendance du moment, c'est on est discret, on fait pas de vagues avec la musique. Ouais. Après, c'est peut-être pas aussi récent que ça, mais Yann Tiersen, on reconnaît son style. À l'époque, un Vladimir Cosma, pareil, on savait que c'était lui. Enfin, à l'oreille, on distingue. Un John Williams, n'en parlons même pas, c'est tellement culte et mythique. Mais en France, je veux dire. Aujourd'hui, par exemple, un Desplat, j'ai l'impression qu'il est plus éclectique. Il est capable de faire des choses très différentes. Oui, tout à fait. Et donc, il est plus difficile à repérer. En même temps, il répond à une commande. C'est la spécificité du compositeur. C'est que s'il veut faire sa musique, il fait pas d'image. Mais à partir du moment où un compositeur veut travailler à l'image, il fait le choix de répondre à une commande d'un réalisateur ou d'un producteur quand le réalisateur. Mais ça lui réussit bien pour le coup, parce qu'il a quand même gagné 2 Oscars. Bien sûr. Et on voit justement que les commandes qu'il peut recevoir en France ou aux États-Unis sont pas du tout les mêmes. En 2016, tu fondes l'agence Trackzone, agence de com, donc au service des compositeurs de musique de film. Est-ce que ce projet, tu le continues ou tu l'as mis de côté? Non, il a été long à monter parce que j'avais envie de tester une des préconisations de ma thèse, à savoir pour que les compositeurs soient plus visibles, il faut déjà pouvoir en parler, donc il faut que les médias en parlent. Donc, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, les compositeurs ont vraiment une
une carrière et pourquoi les gens les connaissent, c'est parce que les médias en parlent. Donc, qu'est-ce qui manque en France pour que les médias s'y intéressent ? Une attachée de presse qui va faire le travail. Et puis il y a des magazines dédiés, de Compose Magazine aux États-Unis. Donc l'idée, c'était ça. Ça a été un petit peu long à se monter parce que j'essayais de développer un métier qui avait pignon sur rue aux États-Unis, mais pas du tout ici. Donc, donc ça a été long. Donc, on a réussi à faire des choses sympas, mais disons que le bilan économique était complexe. Fallait intéresser les producteurs et les distributeurs, parce que c'était plutôt à eux c'est plutôt eux qui gèrent l'enveloppe budgétaire de la promotion. Donc, c'est ceux que j'essayais d'aller voir. Les distributeurs, ça les intéressait pas spécialement de prendre en charge la promotion de la musique, à quoi ça va servir. Donc, c'est souvent les compositeurs qui mettaient de leur poche pour faire parler d'eux-mêmes. C'est pas vrai. C'est fou, c'était ça. C'était un peu dommage, quoi. Est-ce que dans ce processus, tu te décourageais pas à des moments, tu te disais mais je me bats toute seule quasiment contre Non, ça a toujours été un moteur en fait pour moi. S'il y a quelque chose à aller chercher, j'y vais. donc à partir du moment le premier contrat qu'on a eu avec l'agence, c'était pour la série Zone Blanche. Et on a vraiment eu une super couverture média, vraiment, vraiment, quoi. On a eu des petits articles dans la presse locale où vivaient les compositeurs, parce que c'est un duo de compositeurs. On a eu de la radio, on a eu des podcasts, on a eu des radios... Où ils recevaient les compositeurs. Oui. Donc on a vraiment réussi un super travail. Donc au contraire, ça m'a donné... ça m'a conforté dans l'idée que c'était important et qu'il fallait continuer. Mais c'était complexe parce que la presse est extrêmement sollicitée, qui font confiance aux attachés de presse qui connaissent. Et moi, avec la spécialité que je portais, c'était elle sort d'où et qu'est-ce qu'elle veut. Donc ça a été long et un petit peu difficile. Donc, Mais Pascal avait raison, donc c'est un combat. Un petit peu. Combat passion. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est ce qui te fait bifurquer ? Donc, à partir de 2018, tu passes plutôt à la représentation. Donc, au début, tu travailles au sein de l'agence My Soundtrack Agency. Et ensuite, tu te mets récemment à ton compte. C'est ce que tu nous avais dit. Alors, en fait, je suis arrivée effectivement au début, l'agence que j'ai rejointe s'appelait Marie Sabat Agency. Ouais. Du nom de la fondatrice. Et en fait, j'avais justement un contrat d'attaché de presse avec l'un de ses compositeurs. Et il se trouve que Marie, je la connaissais depuis 20 ans. Elle m'avait déjà proposé, quand j'étais à l'Union des compositeurs de musique de film, de venir l'épauler. Et je lui avais dit, c'est gentil de penser à moi, mais j'ai un temps plein ici, je ne vais pas aller chez 120 compositeurs pour m'occuper de 10. Ça ne fait pas de sens. Ouais. Et donc là, comme je travaillais avec l'un des compositeurs de Marie, quand elle m'a dit plusieurs fois, on ne peut pas se voir aujourd'hui, je suis en train de recruter un nouvel agent. Et spontanément, je lui ai dit, peut-être que ça peut m'intéresser. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, je n'ai jamais voulu être agent, mais je pense que c'est l'idée de, je vais peut-être avoir un petit peu plus de sécurité, et en plus je connais déjà tellement ses talents. Donc voilà, puis elle a accepté, j'ai envoyé ma candidature et j'ai été prise. Donc ça a été un petit peu une surprise. Et donc j'ai pas continué l'agence Trackzone parce que j'ai découvert ce que c'était le métier d'agent. Et je voulais dire que je ne pensais pas que c'était aussi chronophage, que je ne pouvais pas gérer 2 casquettes en même temps. Raconte-nous tes premiers pas en tant qu'agent. Comment c'était ? Comment tu l'as vécu ? Déjà, j'ai eu du mal à croire que j'avais été sélectionnée au démarrage parce que je ne connaissais pas assez le métier, en fait. Et je me suis dit, quelle folie. Je connais très bien la musique de film, je connais très bien les compositeurs, je sais exactement comment ils travaillent, mais quelle folie. Et ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, non ? Oui. Tu connaissais leurs besoins ? Oui, bien sûr. Ouais. Mais ce dont je me suis rendu compte rapidement, c'est qu'en fait, c'est essentiellement... En tout cas, la façon dont Marie était agent, c'était essentiellement des négociations de contrats. C'était pour moi l'ADN du métier d'agent. C'était ce qu'elle m'enseignait. Et donc moi, j'arrivais sans bagage juridique du tout. En musique de film, je pense que je suis l'une des seules à ne pas être avocate ou juriste de formation.
Donc pour moi, C'est un handicap ou c'est quelque chose que tu as rapidement... Je ne l'ai pas pris comme ça parce que c'est mon caractère. Quand il y a quelque chose qui me manque, je vais le chercher. Donc voilà, je me suis dit, je vais manger des contrats. Et puis ça a été le cas. Ça finira par... Je fais 3 mois de lecture de ça. contrats. Voilà, et elle m'a beaucoup accompagnée sur ça. Elle m'a beaucoup formée sur le regard. Elle n'était pas juriste elle-même non plus. Donc. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agents qui représentent les compositeurs de musique de film? À ma connaissance, on est moins d'une petite dizaine, 6 ou 7. Sur le territoire français, c'est combien dingue. Combien de compositeurs, tu sais? Ils sont énormément. Je ne sais pas comment tu as trouvé, en fait. Je suis très heureuse. Ouais, je pense que... Alors après, il y a des gens qui font office d'agent sans dire qu'ils sont agents. Donc ceux-là, je ne peux pas les compter, je ne sais pas, il y en a peut-être un peu plus. Mais en tout cas, des indépendants comme moi, qui ont une dizaine ou une douzaine de talents, ou alors ceux qui sont en agence, on les compte même pas sur les doigts des doigts. C'est dingue. Et tu peux nous parler de tes talents? Qui ils sont? On n'a pas trouvé qui ils étaient. Parce que comme on va expliquer, donc tu étais chez MSA. Ouais. Ensuite, tu t'es mise en indépendant. Ouais, en fait, on a changé le nom quand Marie Sabat a pris sa retraite. C'était un peu dur de continuer à s'appeler Marie Sabat Agency. Donc, et puis surtout, on était très sollicités. On recevait énormément de messages pour être représentés, mais de jeunes acteurs. Et on s'est dit, c'est peut-être pas très lisible. Et on voulait garder le MSA parce que ça fonctionnait beaucoup. C'était connu des productions comme ça. Et donc, on a changé pour My Soundtrack Agency, qui au moins donnait une lecture claire de ce qu'on faisait. Et donc, vous ne vouliez pas être approché par des acteurs? Non, on n'était vraiment que des agents spécialistes de la musique de film. Donc on a rebondi comme ça. Ouais, on avait une vingtaine d'artistes. Et puis, l'actionnaire unique de la structure a décidé de vendre l'agence. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai continué en solo et que là, je suis indépendante aujourd'hui. Et tu as récupéré les talents de l'agence? Ouais, en tout cas, les plus gros ont souhaité continuer avec moi. Ouais. Okay. En fait, j'ai eu un moment de flottement où je me suis dit, recommencer à zéro en tant qu'agent, c'est compliqué parce que c'est un métier à crédit. On travaille à l'instant T pendant des mois. On est payé comme le compositeur, mais 10% de ce qui génère. Et en musique de film, c'est pas grand-chose. Et ensuite, il faut attendre l'exploitation. Donc, en fait, au démarrage, c'est extrêmement complexe de monter une agence. Ouais. Si on n'a pas déjà des fonds pour tenir les 3 premières années avant que la SACEM commence à tourner. Et le temps d'exploitation, c'est quoi exactement? Tu peux nous expliquer? Si on travaille sur un film à l'instant T, il va peut-être sortir dans 6 mois, voire 9 mois. Et une fois que c'est diffusé, il faut attendre 1 an pour les droits en France et puis 2 ans pour l'international. En fait. Donc là, le travail que je fais là... ça paye dans 2-3 ans. Voilà, c'est ça. Ouais. Wow. Tu peux nous parler un peu de ton roster, enfin de ton catalogue? Oui, alors dans ceux qui sont restés avec moi, j'ai Cyril Aufort, alors c'est le seul compositeur, je suis très fière pour lui, qui a gagné un Emmy Award aux États-Unis. Oh. Et alors là, justement, grosse colère, personne n'en a parlé. Et en fait, il a gagné ça... quelque chose comme 1 mois après mon arrivée à l'agence. Comme moi, j'avais encore à cette époque ma casquette d'attaché de presse, autant dire que j'ai appelé tout le monde. Oui, tu m'étonnes. Et je me suis entendue dire, c'est super, mais il n'est pas connu. Alors, on en parlera quand il aura fait autre chose d'un peu plus... C'était pour L'Empereur de Luc Jacquet. D'accord. Et donc, il a gagné un premier Emmy Award l'année des 70 ans des Emmy Awards, quand même. Très symbolique. Mais ça ne suffit pas. Et 3 mois après, il a gagné un Hollywood Music Award. Donc, il est retourné aux États-Unis. Et là, je me suis dit, quand même, les gars, attends, 2 fois de suite. Non, mais en fait, si ce n'est pas des plats, personne n'en parle. C'est ça. Si ce n'est pas un Oscar, il n'y a pas lieu de s'y intéresser. Donc, voilà. Et donc, toujours pas de presse, même après Mais c'est dingue. Et je les ai relancés. Ils m'ont entendu. Prends ton temps, redis bien son nom, que tout le monde sache de qui il s'agit. Cyril Aufort. Voilà, Cyril Aufort.
Qui a gagné un Emmy, un Hollywood. Voilà, le seul Français qui a gagné un Emmy Award et un Hollywood Music Ouais, Award. Mais c'est prestigieux. C'est Comment est-ce qu'on extrêmement peut- Alors, nous, on prestigieux. l'applaudit. Je suis agent Ouais. double. Après, j'ai Erwan Kermorvan, alors, Qui n'est pas du tout breton. qui est très très breton. Il est plus connu comme étant le compositeur attitré d'Olivier Marchal, mais il D'accord. fait énormément Donc, aussi film de d'action un peu films policiers. policier, ouais. Il fait aussi énormément de comédies et de séries. Donc, en ce moment, par exemple, Astrid et Raphaël, qui fait un carton D'accord. dans le monde, c'est Ouais, lui. Éric de Marsan, grand nom de la musique de film. Éric de Marsan, c'est le doyen. Il a démarré sa carrière avec Melville. Ah oui, donc c'est le d'accord. seul compositeur qui ait fait 2 Melville dans sa vie, puisque Melville changeait à chaque fois de compositeur. Ah oui. Et avec lui, ça a Il y en a matché. eu deux. Voilà. Donc, C'était quel film, tu sais, non? c'était Le Cercle Rouge et l'Armée des Ombres. Oh, l'Armée des Ombres, incroyable. Voilà. C'est un film que j'avais étudié au lycée. C'est un très très beau film. Après, j'ai un compositeur belge qui s'appelle Raph Koenen. Raph est le... Alors, il fait beaucoup de films de genre, il adore ça. Puis vraiment des gros drames. Tout ce qui est un peu torturé, c'est pour D'accord. lui, il adore. Ok. Il s'exprime bien dans ce champ-là. Ensuite, il y a Philippe Jacot. Philippe Jacot, et alors lui, c'est rigolo parce qu'il fait aussi bien des séries en France qu'aux États-Unis, mais alors c'est pas du tout les mêmes commandes. C'est vrai. Ouais, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, on vient plutôt le chercher pour des films un peu d'action, Ouais. ou des thrillers, et puis en France, ça va être plutôt des comédies. Ah oui. Et comment ça se Des- fait que ça... C'est le réseau en fait. C'est... Oui, mais il a été connu forcément pour un style. Comment on lui demande de faire le Ah bah, clavier le propre d'un compositeur de musique de film, C'est de c'est un tout peu de faire. savoir tout faire. Ok. Donc, en tout cas, les miens sont force de proposition D'ailleurs, là-dessus. j'allais te dire, l'émergence des séries, elle a donné beaucoup plus de boulot, non, quand même, pour aux compositeurs? Oui. Alors nous, on fait beaucoup de séries, et plus que de cinéma. On est un peu plus sollicité pour ça. Effectivement, par les réseaux des talents. Puis la qui quantité, sont bien. parce que finalement, quand tu déclines 6, 7, 8 fois, 12 fois un format de 30, 40, Oui, 50 mais minutes. il est rare de changer de compositeur à chaque fois. Hein. C'est que ça s'est pas bien passé Ouais. quand ils font pas l'ensemble des séries. Donc, au final, il y en a pas tellement que ça. Il y a beaucoup de travail quand on démarre une Pour le série parce même qu'il y a plusieurs compositeur. saisons, mais c'est généralement les mêmes compositeurs. Alors que souvent, dans les séries, les réalisateurs changent en fonction des épisodes. Donc après, il ne faut pas que j'oublie les autres. Hein. Ils vont être vexés. C'est pour ça que vas-y, prends ton on a temps, prends ton temps. Étienne Forget, qui fait aussi beaucoup de séries et un petit peu de cinéma. Pareil, dans le cinéma, on vient plutôt le chercher pour de la comédie. Et puis dans les séries, il aime bien les documentaires animaliers. Il est surtout connu pour son travail sur Mission, donc une série OCS qui avait eu aussi quelques prix. Donc tout ce qui est un peu science-fiction et ces choses-là. J'ai 2 compositrices qui sont un petit peu émergentes. Sonia Mohamed Cherif, qui a fait un premier téléfilm et qui là est en train de faire son premier long métrage en duo avec Ibrahim Malouf. Ok. Et puis l'actrice Alice Taglioni, que Ouais. je Ah oui. représente aussi pour sa Qui carrière était à musicienne l'image. à la base. C'est ça. D'accord. Elle était musicienne, elle a souhaité, Qui a switché vers le redévelopper. jazz après. Non, Oui, si je me trompe elle pas. est passée par le jazz aussi. Elle joue quel instrument? Piano. D'accord. Puis, très bien, elle a vraiment le niveau concertiste. Hein. Ah oui, Elle a été ok. formée à ça au démarrage. D'accord. Et je voulais rajouter que si c'est déjà difficile de mettre les compositeurs de musique de film en lumière, les compositrices, c'est encore plus difficile, ou en tout cas, il y en a Ouais. encore moins. Bah oui, c'est ça. Mm. Après, j'ai aussi un compositeur, Pablo Pico. Alors lui, c'est le plus primé de tous mes compositeurs. Je pense que ça dépasse les 30 prix à l'international. Wow, C'est quand le même. compositeur de musique de film par excellence en France. Il a une signature très particulière. Il entendu fait dans plutôt quoi? de la musique orchestrale, mais il travaille beaucoup dans l'animation, donc il y a un côté ludique très frais qu'il n'y a pas dans les autres qui travaillent essentiellement. On est très sollicité pour des choses dramatiques dans la chance. donc avec Pablo, c'est plus
plus joyeux, on va dire. Mais justement, les prix, la reconnaissance des compositeurs, aujourd'hui, on voit qu'un festival comme Cannes, par exemple, il n'a pas de prix pour la musique de film. Ah ouais, Est-ce que c'est scandaleux ou pas ? Oui, et j'ai écrit un article à ce sujet. Ah oui. Oui, en fait, c'est problématique, d'autant plus parce que le festival a lieu en France et qu'en France, le compositeur est le 3e auteur du film. Donc, quand on récompense le prix du scénario, le prix de la réalisation et qu'on ne récompense pas le compositeur, au niveau du droit français, il y en a un qui est aux oubliettes, quoi. C'est pas normal du tout. C'est pas normal, mais c'est pas normal pour les Français. Pour le reste du monde, pas forcément. Et donc, le Festival de Cannes se retranche derrière cette lecture-là. C'est pas parce qu'on est en France qu'il faut ouvrir forcément la porte aux compositeurs. Ok, mais si on prend les autres grands festivals internationaux, en fait, c'est quand même représenté un peu partout. Ouais, notamment à Berlin, il y a un prix de la musique. À Venise, je suis pas sûr. Je crois pas. Je sais pas pour ça. Venise, je pense pas, mais Berlin, c'est sûr. Mais l'ironie de Cannes, c'est que à chaque commencement de film, dans la sélection officielle ou un certain regard, tu as une introduction, une petite vidéo avec la musique de Camille Saint-Saëns. Donc de Carnaval des animaux. Ouais. Donc l'ironie, c'est qu'ils utilisent quand même un symbole de la composition de film, puisque historiquement c'est le premier. Bah oui, ça, ils ne le savent peut-être pas. Hein. Et quand même, c'est vrai, tu crois voilà. En tout cas, c'est une ironie, je trouve, d'utiliser Camille Saint-Saëns et puis de ne pas récompenser les compositeurs de film. Il y a eu des prix dans le passé. Jusqu'en 1946. Ouais, oui, c'est un grand débat. Tout le monde essaye de faire plier le conseil d'administration du Festival de Cannes depuis des années. Déjà, le pavillon de la musique de film était là-bas pour ces raisons-là. Hein. Oui, il a disparu. On a invité Ennio Morricone, on a fait la première grande marche des compositeurs de musique de film, c'était avec Morricone. Mais on est tous passés devant Thierry Frémaux. Thierry, si tu m'entends, on se connaît bien. Non, mais on se connaît bien, lui et moi. Oui, ça travaillait à Lyon aussi. Oui, on a travaillé ensemble. Et du coup, on avait une centaine de compositeurs qui étaient présents à Cannes pour montrer justement... Mais qu'est-ce qui a fait que ça ne s'est pas renouvelé, que le pavillon a disparu ? Raison économique, la crise de 2008, plus de subventions, et voilà. Mais depuis, il y en a quelques-uns qui ont essayé de reprendre. Après, ça reste Cannes. Un pavillon, c'est quand même un certain coût. Ah oui, je sais. Donc, on a le pavillon libanais qui n'existe plus. Il faut trouver des sponsors. Ouais. Et d'ailleurs, on reste sur Cannes, mais du coup, entre-temps, tu as créé... Oui, justement, je voulais sauter sur ça, en fait. Donc, toujours sur Cannes, tu as créé Spot the Composer, qui est une initiative que tu as lancée en 2000. Alors, on m'a demandé de le lancer. C'est pas du tout mon idée. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est une idée de l'ancien directeur du marché du film, qui est maintenant à la retraite, Jérôme Paillard, que je connaissais de longue date parce que justement, je tenais le pavillon de la musique de film à Cannes. Et Jérôme m'a demandé, il y a 6 ans, de créer un programme qui permettrait aux compositeurs de voir que même si du côté du festival, il n'y a pas beaucoup à faire de leur côté, qu'au marché du film, ils étaient les bienvenus. Donc, on a beaucoup réfléchi, lui et moi, à la formule qui pouvait convenir à ce festival, puisqu'il y a tellement d'événements au même lieu, au même moment, qu'il fallait trouver quelque chose qui leur permette à eux de venir en perdant pas leur temps, quoi. C'est pas à Cannes que les compositeurs sont attendus. Donc à force de dialogue, on a opté pour le format de sorte de speed meeting professionnel. Et voilà, et ça fait 6 ans que ça tourne. Et la chance que j'ai et que les compositeurs internationaux ont, c'est que le nouveau directeur, Guillaume Espiol, a reconduit aussi ce projet qu'il trouve intéressant et pertinent. Donc on a la chance d'avoir 2 directeurs qui ont compris l'utilité. Qui veulent mettre l'énergie. Alors, en 2025, cette édition, elle vient de passer, c'était il y a à peine une semaine, je pense. Il y a une tendance particulière que tu as vu émerger, il y a quelque chose que tu retiens de cette édition en particulier ? Alors, en 6 ans de Spot the Composer, c'est vraiment la première année où on a vraiment eu 100% des rendez-vous avec les réalisateurs. Donc, c'était la meilleure édition depuis le lancement, mais c'est lié vraiment à un long travail qui a pris des années pour faire comprendre aux responsables des autres programmes que les compositeurs rencontrent qu'il est important qu'ils viennent au rendez-vous, que sinon les rencontres ne se font pas.
Mais encore une fois, ça remet le compositeur à la place où il est actuellement. C'est-à-dire que si un producteur propose un rendez-vous avec un réalisateur sur le moment des speed meetings, le réalisateur n'a aucune raison d'aller au speed meeting. Il préfère rencontrer un producteur. Donc voilà. Donc on a eu pas mal d'annulations de rendez-vous sur les années passées. Et là, c'est la première année où on a eu un sans faute. Donc c'était assez exceptionnel. Et du coup, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'arriver à créer des collaborations ? Le but, c'est de former une mini-agence. D'où le fait de... que Jérôme m'a sollicité. Moi, je lui avais dit, je n'ai pas le temps. Je suis déjà agent. Et à cette époque, c'était My Soundtrack Agency. On avait 18 talents. C'était extrêmement prenant. Et il m'a dit, qui d'autre que toi, en fait ? Qui connaît Cannes ? Qui connaît les compositeurs ? Frémaux. Qui connaît déjà Thierry ? Non. Donc là, c'était un atout pour moi d'être agent parce qu'il faut choisir 10 compositeurs à l'international. Donc, on a un appel à candidature. Il faut après écouter. Et moi, je gère Spot the Composer comme je gère une agence. J'essaye d'avoir l'ensemble des couleurs musicales pour que l'ensemble des réalisateurs présents à Cannes se disent ok, j'ai forcément l'opportunité de travailler avec l'un d'entre eux. Avec au moins l'un d'entre eux, parce que c'était une de mes questions. Ouais. Comment tu choisis donc il y a eu 400 candidatures cette année, 10 ont été choisis. T'as écouté 400 compositeurs. 400, waouh. Ça se fait sur plusieurs mois et je ne suis pas toute seule, mais ce que je demande aux autres personnes du jury, c'est de tout écouter, parce qu'on ne peut pas mettre 2 personnes qui ont la même esthétique. Ça arrive un petit peu parce qu'on n'est pas les seuls à voter, et que la SACEM, qui est le partenaire principal, vote aussi, et eux sont plus dans l'objectif de... eux connaissent les compositeurs et ont envie de développer certains. Mais il y a des conflits d'intérêts, tu veux dire ou... Non, ce n'est pas au niveau du conflit d'intérêts, c'est juste que je ne les sens pas inscrits au même niveau de sélection que nous. Nous, on sélectionne sur l'esthétique musicale pour avoir le maximum de compositeurs de tous les genres musicaux. Et eux, ils vont sélectionner sur qui a le plus besoin en ce moment dans ce qu'on connaît, en fait. D'accord. Ce n'est pas la même optique. Donc, des fois, on a un peu des doublons. C'est pas toujours opportun, et c'est surtout pour les compositeurs que c'est pas opportun, parce que s'il y en a 2 qui ont des esthétiques similaires, ils sont sur les pieds. Et voilà, ils sont en compétition les uns avec les autres sur place. Donc, Mais la SACEM, c'est uniquement des compositeurs français ou ça concerne aussi... La SACEM sélectionne que les compositeurs français. D'accord, oui, c'est ça. Ok. Toujours dans ce rôle de matchmaking, il y a une réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui, une fois qu'ils commencent à travailler avec un certain compositeur, ils continuent avec lui. On mentionnait des duos un petit peu mythiques, comme tu disais, Rand, plus tôt. Comment est-ce que toi, tu arrives, et là, je parle plus de ton pôle de représentation, comment tu arrives à les placer là où justement il y a déjà pas beaucoup de commandes, si je me trompe pas, et en plus il y a déjà des réalisateurs qui ont déjà leur partenariat, on va dire, avec... Alors ça c'est super important. Moi je vais pas chasser les projets où je sais qu'il y a un binôme fonctionnel. Maintenant pour vous sachiez la réalité du métier, c'est que des fois en fonction du jeu de coproduction, le compositeur, même si c'est le compositeur attitré du réalisateur, est pas invité à participer au film parce qu'il faut un compositeur en Belgique, au Luxembourg, par rapport au fonds de financement. Ah oui. Et donc, c'est ce que c'est un nom de ce fonds, la tax shelter, je vois. Et donc, qui finit par rembourser les films. Par ce jeu-là, c'est pour ça qu'il est intéressant toujours de connaître plus de compositeurs, au cas où on est obligé de travailler avec quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est ce que je défends, un Spot the Composer, auprès de ceux qui ont déjà des compositeurs. C'est venez quand même rencontrer, on ne sait jamais. Si vous retrouvez un coprod, il faut avoir un peu d'autres options un jour. Et pour les miens, y a énormément de compositeurs au mètre carré en France. Donc moi, ma spécialité, c'est un petit peu d'aller chasser à l'étranger aussi. Comment aujourd'hui tu intègres de nouveaux compositeurs? Sur quelle base en fait? Comment tu sélectionnes justement? J'essaye de ne pas en intégrer. Avis à la population. Séverine est à la limite. Ne contactez pas Séverine. Non, c'est qu'en fait, comme je le disais, comme c'est un travail de renouvellement, on redémarre une nouvelle agence, il y a énormément de travail à faire avant que je puisse être rémunérée. Donc avant que moi j'ai les ressources financières pour engager un assistant, une assistante, et voilà. Et il va se passer du temps. Donc pour le moment, je démarre avec la petite équipe solide qu'est la mienne. C'est eux qui ont fait le choix
de continuer avec moi alors que l'agence a été revendue. Ils sont tous partis pour dire bah non, c'est avec Séverine qu'on fait ça. Merci. Ouais. Bien sûr, merci et je continue avec eux. Mais il est de mon devoir d'être vraiment là pour m'occuper d'eux, surtout au démarrage avec toute la fragilité que ça impose. Donc je ne cherche pas à recruter plus de talents, surtout pas pour maintenant. Et pour avoir juste une réalité du marché, tu disais qu'il y a énormément de compositeurs. Ouais. Tu dirais que c'est quoi le pourcentage de compositeurs qui aujourd'hui réussissent à vivre de ça? Et Alors, c'est là où il faudrait que les gens continuent un peu la recherche parce que Toi, tu peux plus la faire, moi, c'est je fini. peux dire les Lance un chiffres. appel. Je peux dire les chiffres. En 2008, 2011, il y avait une 2008. vingtaine de compositeurs qui vivaient vraiment que une de la musique de vingtaine. film. Sur Sur combien tu penses? 1004 compositeurs Waouh. associés à la base de données de la musique de film. Donc moi, C'est entre incroyable. 2000 et 2009, dans ma C'est thèse, dingue. j'ai identifié que du côté du cinéma, hein, par contre, pas de la télé, parce que ça rajoute. Mais en cinéma, entre 2000 et 2008, j'avais compté, je ne sais plus combien de films, mais C'est 2%. 1700, trucs comme ça. Je suis Deux Et il y nul. avait ou 1000 0,2%. compositeurs. Ça veut dire qu'il y a Je suis quasiment en train de un calculer. compositeur qui fait un film et puis après qui continue sa vie, quoi. Souvent informaticien ou prof de musique. Ça, c'est Ils ont souvent deux métiers. beaucoup. Ah oui. Et ceux qui vivent vraiment à 100% de leur métier, dans cette base de données entre 2000 et 2008, ils étaient moins d'une vingtaine. C'est dingue. incroyable. Et Voilà. pour avoir une échelle, combien on est payé quand on fait la musique d'un film? C'est complètement aléatoire. La fourchette est très large. La fourchette est extrêmement large. Ça dépend déjà du Disons, budget du film. Ça peut aller de... Bah, là, par exemple, on fait un long métrage pour rien du tout. Donc à moi de trouver... c'est ma mission, de trouver comment on finance Pour le rien projet. du tout, Tu veux parce dire que vraiment- Le compositeur n'est pas du tout payé. Pas Il n'y a du tout. pas de budget pour faire la musique. Mais alors, il le Pour un fait. long métrage. Il le Pour fait un long métrage, ouais. Pourquoi il le fait? Enfin, Parce qu'il a envie de le faire. Si le compositeur a envie de le faire, Mais à moi de ça veut trouver. dire que dans le budget initial du film, ils n'ont pas pris en compte. C'est un budget autoproduit, c'est un jeune réalisateur qui démarre et du coup, il a fait ça un petit peu avec ses potes à droite et à gauche. D'accord. Il veut un compositeur rayonnant pour l'accompagner. Le compositeur a dit oui et il faut monter le projet. et dans ce genre C'est de courant cas, il y a des financements publics, ça existe dans le cinéma? Est-ce que ça... Non, des financements publics, en fait, il y a la SACEM Ouais. qui a des financements possibles, mais c'est sur sélection, donc c'est pas forcément Oui, alloué à ça sera chaque pas fois. forcément Il y a le CNC qui a des aides aussi, mais il faut avoir l'agrément du CNC. Là, c'est pas le cas sur ce film. Puis après, c'est plutôt des éditeurs indépendants que je vais chercher en contrepartie des droits sur la musique et pour pouvoir l'exploiter lui. Et ailleurs. c'est courant ce genre de cas? Non, mais ça arrive. Ouais. C'est le cas de figure. Ça peut être de 0 à... je pense que le cachet le plus important que j'ai négocié depuis mon démarrage pour un compositeur au niveau vraiment de la rémunération du compositeur, Ouais. hein, Oui, pas oui. du budget du Ouais, film, ouais, c'était ouais. à peu près 100 000 euros. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Une question que je me posais dans ton accompagnement en tant qu'agent, est-ce que tu rentres en studio avec les compositeurs? Ouais, Ah. ouais, ça c'est... Est-ce Oui, que- c'est je vois le plaisant. sourire. Ah c'est bah, là. je suis ingénieure du son de Mais formation, oui, donc oui, ça justement, fait c'est pour plaisir ça que d'y je te aller. pose la question. Je suis pas tenue d'y aller, mais j'ai aussi la casquette de production exécutive. Ah, donc tu as Donc- quand même un droit de regard sur l'œuvre. Si c'est moi qui produis la musique, en tout cas qui embauche les studios, etc., bien sûr, je vais sur place parce que s'il y a un problème, c'est à moi de Bien sûr. régler Ouais, bien les sûr. difficultés. Ouais. Et sinon, j'y vais pas à chaque fois. Si je suis en contrat sur un Amazon ou Netflix, je vais pas y aller en même temps parce que je vais être concentrée Mhm. sur mon contrat Amazon ou Netflix. Et en Voilà. France, on a des lieux d'enregistrement de musique de film qui sont assez connus. On en a quelques-uns. On a par contre des difficultés à aller enregistrer là-bas pour des raisons de coût, parce que les compositeurs en France sont syndiqués, donc il y a un salaire minimum si on veut travailler avec eux, qu'il n'y a pas à l'Est, par exemple, où on atterrit à chaque fois qu'il n'y a pas assez de budget pour enregistrer en France. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu enregistres une musique symphonique, est-ce que c'est du live ou est-ce que c'est un mélange avec des instruments virtuels? Est-ce que c'est les deux?
Alors déjà, les musiques symphoniques, il y en a de moins en moins en termes de commandes. Quand il y en a, c'est les deux. Pour donner un exemple concret sur Astrid et Raphaël, série France 2, on n'avait pas de budget pour faire de l'orchestre, alors que la commande, c'était vraiment une musique orchestrale. Donc, Erwan Kermorvan a écrit la musique en machine. Par contre, au bout de la 4e saison, avec le succès international que ça a été, je suis retournée négocier pour permettre de faire un enregistrement. Et là, par contre, le budget permettait uniquement de faire l'enregistrement à l'Est. Mais au moins, c'est de la vraie musique et j'espère que les spectateurs l'entendent parce qu'il s'est donné du mal à tout refaire. On peut la retrouver sur les plateformes, cette musique ? Oui, elle est distribuée. Ouais. Okay. Aujourd'hui, quand tu vois des instruments virtuels aussi poussés, toi, tu as certainement cette habitude, l'oreille. Est-ce que la distinction, elle est évidente entre... Pour moi, oui. Ouais. Je ne saurais pas dire, mais il faudrait que j'écoute un contre-exemple. Pour le spectateur lambda, je ne sais pas si c'est le cas. Moi, je trouve que ça apporte énormément. Déjà parce qu'il y a une résonance, en fait. On entend le musicien qui joue. Donc, on a des vibrations, on sent l'humain. Même parfois. On a eu un très très beau projet de l'un de mes talents. Pablo Pico a fait la musique d'un film d'animation absolument magnifique qui s'appelle Sirocco. Et justement, l'objet de cette musique, c'est que ça tourne beaucoup autour du souffle, parce que Sirocco, c'est un vent. Et du coup, il a eu, juste dans la musique, besoin de faire vivre ce personnage avec le son. Donc, il y a des murmures, il y a des... Oui. Voilà, il y a tout un travail sonore qui est lié au le contexte. Personnage est tissé en fonction du Donc du pour son. ça, c'est sûr qu'on ne peut pas retranscrire ça avec des machines. Ça ne fait aucun sens. On ne peut pas être dans l'émotion et dans le souffle si on n'a pas quelqu'un qui le fait vraiment en face. Je pense à une musique de James Horner du Masque de Zorro, où c'est très hispanique, tu vois, parce que ça se passe à Los Angeles quand c'était sous colonie espagnole. Et donc il a fait une musique très andalouse, tu vois. Et il y a des maracas à un moment, et puis des applaudissements, et puis un cajon et tout. Et quand tu entends bien le son, tu entends vraiment limite les personnes parler. Enfin, tu vois, il y a un petit son comme ça qui est du live, et qui est incroyable, et que tu retrouves dans le film. Mais c'est très, très difficile à percevoir, mais c'est authentique, quoi. Et c'est incroyable. Pour moi, ça change beaucoup. Après, selon la configuration, c'est sûr qu'on entend mieux au cinéma avec les 5.1, les résonances et tout, qu'à la télé. On n'a pas tous un bon système de diffusion chez soi. Mais pour moi, ça nourrit, ça ajoute complètement. C'est toujours des négociations complexes quand on parle d'orchestre et d'aller vraiment enregistrer. On a des producteurs qui sont en panique dès que j'aborde le sujet, mais selon les films, si on est dans la science-fiction, à la limite, il n'y a peut-être pas besoin de réel, mais quand on parle de l'humain, qui a vraiment, quand on est sur un format de drame, avec vraiment des choses qui se passent à l'écran au niveau de l'humain, c'est quand même dommage d'avoir un ordinateur qui est derrière. Pareil, ça me fait penser à une autre composition de film des Daft Punk, pour Tron Legacy, qui eux viennent évidemment de la musique électro, mais qui, pour ce film, ont utilisé un vrai orchestre. Et donc, c'est intéressant de voir comment eux, qui ont cette patte hyper marquée, ont réussi à aller chercher quelque chose de plus authentique pour un long métrage. Et la musique est magnifique. La musique de Tron Legacy est superbe. Enfin, je t'invite à l'écouter. Oui, il y en a beaucoup qui font les ponts comme ça, les passerelles. Et en fait, alors pour le coup, je ne les connais pas personnellement, mais ce serait intéressant de savoir si c'était leur choix, eux, d'aller là-dedans, ou si c'est le réalisateur qui leur a demandé d'aller dans cette direction. Moi, je dirais que c'est eux, parce qu'ils essaient beaucoup de choses à l'époque, quand le groupe existait. Donc, je pense qu'ils avaient cette volonté de faire du cinéma. Et Tron, ça se passe dans un monde, tu sais, de jeux vidéo. Et pourtant, ils arrivent à amener le côté symphonique dans le film. C'est hyper bien fait. Après, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup d'enregistrements, justement. Bien sûr. Parce qu'encore plus, on est noyé dans son casque. Et besoin d'être... D'ailleurs, avec et puis, il y a plus de budget. Qui fait un tabac. Tu sais, le jeu Clair Obscur, le jeu français, à quelques millions, ils ont marché dans le monde entier là, en ce moment. Et la musique est sublimissime. Et c'est un des scores qui est le plus écouté en ce moment dans le monde, la musique du jeu Clair Obscur, qui est un jeu français. Et qui a vraiment tout explosé. Enfin, vraiment, Je vois que Séverine et moi n'avons jamais joué Clair Obscur. Je t'invite, je te ferai essayer. Tu me prêteras, c'est sur quel C'est sur PS5, en Okay. bref. Tu me prêtes. Non, mais pour le coup, c'est vrai que les jeux vidéo, ils ont aussi
cette patte Ouais. où on peut aller créer complètement un univers musical J'ai le très sentiment, alors on ne travaille pas, on est en train de se rapprocher, normalement on a bientôt un projet lié aux jeux vidéo sur lequel je vais être amenée à travailler, mais l'idée que j'ai, sans connaître vraiment, c'est qu'il y a plus de passion pour la musique sur ce domaine-là d'image que le reste, quoi. Clairement. Et c'est vraiment un secteur qui est en train de ramener beaucoup d'éléments du cinéma à lui, les voix, le son, la musique. Oui. Complètement. C'est incroyable. Puis quand tu vois les progrès aussi, on fait des choses incroyables sur les jeux vidéo maintenant. C'est très très beau, quoi. Moi, je voulais te poser une question sur les compositeurs qui veulent se rendre plus visibles. Qu'est-ce qui fait la différence entre... c'est une question que je pense que beaucoup de compositeurs pourraient avoir aujourd'hui. Je pense que vraiment Alors, je vais répondre à deux questions en une. Pour se rendre visible, il faut vraiment sortir de son studio. Et ça, c'est le problème numéro 1 des compositeurs. C'est qu'ils sont habitués à travailler seuls. Ils fréquentent assez peu les festivals. Ceux qui tournent, ceux qui font des rencontres, c'est parce qu'ils sortent. Ils se déplacent en festival. Et je rebondis sur une autre question qui est un peu liée, c'est que moi j'ai beaucoup de demandes de jeunes compositeurs, j'ai à peu près une vingtaine de demandes par mois de jeunes compositeurs qui cherchent un agent. D'accord. C'est une fausse idée de penser qu'avoir un agent va te permettre de trouver du travail. Parce que j'ai beau parler de mes artistes partout, c'est pas pour ça qu'on vient nous chercher, ça passe par l'humain. Et c'est ce que je fais justement avec Spot the Composer. C'est pareil, c'est pas parce qu'ils ont envie de se rencontrer. Sur le papier, il aime sa musique, il aime le scénario en face. Et puis au bout de 10 minutes, ils arrêtent de discuter parce que l'humain, ça le fait pas. Ils ont pas de passion commune. Voilà. Donc le point de résonance, c'est vraiment ça, c'est la rencontre. Et ça, en tant qu'agent, on peut pas le faire à la place de nos artistes. Ouais. Donc on peut lancer des pistes, on peut envoyer des mails, essayer d'organiser des rendez-vous, mais ça se passera jamais aussi bien que l'artiste qui rencontre lui-même son réseau. Et donc pour un jeune qui a envie d'être repéré, c'est ça, c'est vraiment fréquenter les festivals au maximum. On voulait te demander si toi, tu étais une musique de film. Ce serait quel film ? Oh là, vous me fendez le cœur parce qu'il faut que je choisisse, c'est horrible. Alors je pense que je serais la musique de Beau lendemain, composée par Michael Dana sur un film d'Atom Egoyan. Okay. Parce que j'ai beaucoup travaillé, analysé cette musique, je la connais absolument par cœur. et que j'ai beaucoup échangé avec le compositeur et il m'a déjà dit, parce qu'on se connaît très bien, il m'a déjà dit qu'il avait compris certains éléments de sa musique par la lecture que j'en avais faite. Donc, définitivement, tu lui as renvoyé un... Je lui ai donné des explications dans mon analyse que lui n'avait pas senties. C'est quelqu'un de très sensible. Je suis une grande fan de ce compositeur et il a une façon très instinctive d'écrire à l'image. Et moi, comme je suis une universitaire de formation, mais j'analyse, je structure, je vois les parallèles, je me dis waouh, grand génie, il a fait ça. Et quand je lui montre, il est là, mais oui, j'ai fait ça, c'est super. Il s'en rend même pas compte. Donc ouais, je pense que ce serait de Beau lendemain. Okay. Un rêve de projet musical que tu aimerais mettre en place? Le projet qu'on n'a pas encore au Japon. Le projet qu'on a, c'est-à-dire? T'aimerais créer un projet au Japon? Ouais. C'est le terrain sur lequel j'essaye de réseauter en ce moment. Avec des musiques du studio Ghibli? Pas forcément. En fait, j'ai découvert, moi, de mon côté, le cinéma japonais il y a à peu près 2 ans. Ils ont des films d'action, ils ont des comédies, ils ont des ovnis. Et en fait, ce format-là intéresse pas mal mes compositeurs. Moi, je suis sensible aussi à ce qu'ils font. Donc ce serait un projet de là-bas. Et dernière question, qu'est-ce que tu peux souhaiter à la musique de film dans les années à venir? Déjà de continuer d'exister. J'aimerais bien que les thèmes tardent pas trop à revenir. D'avoir un peu des choses qui permettent au film d'être identifié. Je sais que ça fait peur à beaucoup de réalisateurs, mais je trouve ça dommage qu'on soit là dans une période où on ne sait plus quelle musique accompagne tel film, parce qu'il y a beaucoup de nappes musicales.
Alors qu'il n'y a rien de plus beau c'est de bien se dans le dire, film, ça crée une atmosphère, mais c'est vrai qu'un thème donne vraiment des éléments une narratifs. identité. Alors que paradoxalement, en fait, c'est peut-être quelque chose dont les réalisateurs ont peur, parce que peut-être que ça noie leur propre langage, mais paradoxalement, c'est ce qui a fait tenir dans le temps et c'est ce qui a fait ressortir des classiques dans l'histoire du cinéma. Tu prends Pirates des Caraïbes, tu prends Le Seigneur des Anneaux, toujours des films un peu comme ça, mais ils ont des thèmes tellement puissants, tellement forts. Harry Potter, c'est un récit, en fait, la musique de film. Jurassic Park, bien sûr, ouais. C'est un récit à part entière. Donc à partir du moment où il y a un thème, il y a vraiment un récit, il y a une narration secondaire à l'image avec laquelle on peut créer justement des contrastes. Et c'est extrêmement riche, c'est ça qui est passionnant. En tout cas, moi, c'est ce qui me porte, c'est ce que j'ai envie de combat passion. Exactement. On a terminé et comme on dit agent double, agent Séverine, mission accomplie. Merci beaucoup. On aurait pu continuer 4 heures. Hein. Clairement. Ouais. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et maintenant, c'est à vous d'entrer en action. Votre mission, si vous l'acceptez, laissez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Abonnez-vous au podcast, à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram pour des contenus exclusifs. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous. Agent Double est un podcast indépendant. S'il vous a plu, et pour qu'on puisse continuer à le développer, vous pouvez nous soutenir en cliquant sur le lien dans le descriptif de l'épisode. On compte sur vous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Agent Double.